Salut, on va parler de Jean-François Copé, qui était l'invité de Benjamin Duhamel. On va l'écouter. Euh, Normalement, c'est celui-là, là, 16 minutes. Ouais, 16 minutes. On va le mettre. Voilà. On va pause. Euh, voilà. Tac. L'invité du jour qui est en train d'arriver sur ce plateau. La dernière fois qu'il était l'invité de Tout le monde veut savoir, il avait considéré que la façon de régler la crise politique était la démission du président de la République. On verra s'il maintient les propos qu'il avait pu tenir. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Maire de Meaux, membre des Républicains, ancien ministre. Beaucoup de sujets à aborder avec vous, bien évidemment. La situation politique, la réforme des retraites. Mais d'abord, ce résultat, cette motion de censure qui a été rejetée, seulement 131 votes pour. Les socialistes qui ont donc décidé de ne pas censurer. Vous dites bravo à François Bayrou, il a gagné son pari. Vous qui ne peut pas dire que vous étiez une sorte de soutien enthousiaste. Écoutez, de moi François Bayrou. je vous entends là depuis le début, et puis vos confrères, etc. Moi, je dis bravo à qui vous voulez, hein, mais il faut qu'on arrête de se mentir. Il n'y avait aucun suspense, en fait. Donc là, on a l'impression que là, c'est une alliance incroyable avec le Parti socialiste qui a sauvé la France. La vérité, c'est qu'à partir du moment où le Rassemblement national a dit clairement qu'il ne censurait pas, il n'y a plus de suspense. Il n'y aurait, de toute façon, jamais eu de censure cet après-midi. Enfin, c'est pas la même chose d'avoir des socialistes qui votent avec leur partenaire insoumis, communiste, écologiste, ou d'avoir des socialistes qui disent là, on considère qu'on a obtenu des avancées, donc on ne vote pas la censure. Vous dites ça parce que vous êtes dans le chaudron du truc de l'Assemblée, mais moi qui n'y suis plus et qui peut vous apporter ce petit témoignage quand même en tant que maire, hein, puisque nous on n'est pas à l'Assemblée, je voudrais quand même juste vous dire que si on s'amuse à faire le bilan de cette semaine, ça donne quoi pour la France, hein? On a donc renoncé à la suppression du jour de carence pour la fonction publique, c'est 1,5 milliard d'euros. On a renoncé à la baisse de 4000 postes de fonctionnaires d'éducation nationale, quand on connaît la masse considérable de dépenses de fonctionnement. On a annoncé qu'on renonçait aux petits déremboursements prévus sur les médicaments et les ordonnances de médecins. On a annoncé qu'on rouvrait le débat sur les retraites. Je rappelle que M. Bayrou, pour complaire au Parti socialiste, dont il n'avait pas besoin des voix, hein, je le répète, puisque le Front National ne votait pas la censure. C'était précisément pour ne pas dépendre des voix du Rassemblement national. Ok, le prix que nous payons, c'est qu'en plus de tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule économie budgétaire qui est prévue, plus une seule. Il en reste plus de 30. Non, on annonce un espèce de chiffre global qu'on ne documente pas, mais tous les premiers efforts qui avaient été prévus par Michel Barnier, qui n'étaient pas des révolutions, hein, et plus on annonce qu'on rouvre la boîte de Pandore de la réforme des retraites, y compris sur l'âge de la retraite. C'est-à-dire que désormais, on est de 64 ans, on est prêt à redescendre en dessous de 64 ans. Je rappelle que la Belgique vient de voter le passage à 67 ans, que toute l'Europe maintenant quasiment est à 67 ans, que nous continuons d'être en arrière de la main, et que donc le prix de ce petit accord politique absolument incompréhensible pour les Français conduit en réalité à quoi, l'immobilisme? Mais non, c'est plus de l'immobilisme maintenant. C'est en fait de la régression, parce que pendant ce temps-là, il annonce qu'il y aura peut-être un objectif de retour à 3%, qui est le fameux critère moyen de tous les pays européens. En 2029 En 2029. En 2029. C'était le même objectif pour Michel Barnier. Oui, juste. L'Italie est à 3,4%. L'Espagne, le Portugal est en excédent. L'Allemagne est en dessous de 3%. Mais on est complètement dingue. Et donc, qu'est-ce que vous dites, quoi? Il est irresponsable, François Bayrou? Attendez, je mets certainement pas en cause François Bayrou, ni d'ailleurs qui que ce soit. C'est qui décide. La réalité, c'est que nous sommes dans un gigantesque
jeu de dupes. Vous avez compris, personne ne décide de rien, puisqu'il n'y a pas de majorité. On est toujours sur ce péché originel du désastre de la dissolution. Pourquoi je viens vous dire ça, Benjamin Duhamel? J'entends, oh là là, formidable, on a tenu une journée, on a sauvé le gouvernement. Mais juste, si on remettait juste un tout petit peu en perspective, la question centrale, la seule, c'est est-ce qu'il est raisonnable, responsable, de penser et de faire croire qu'on peut tenir comme ça jusqu'en 2027, alors que nous avons des enjeux considérables, que la crise économique est en train de toucher notre pays. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez l'état d'angoisse de nos entreprises. Le résultat en termes de défaillance d'entreprises, c'est 60 000 défaillances d'entreprises en 2024. On est à près de 270 000 suppressions d'emplois, uniquement, et le taux de chômage va monter au-dessus de 8%, uniquement parce qu'on n'a plus une seule décision qui est prise. Copé, ce que disent aussi les défenseurs du gouvernement de cette non-censure, c'est de dire ce qui coûte cher à l'économie française, c'est l'instabilité politique. Et vous-même, souvent, vous avez déploré ce qui avait créé cette instabilité politique, la dissolution. Cet accord-là, c'est une réponse à l'instabilité. Mais attendez, je ne peux pas croire que vous croyez ce que vous dites. Une réponse à l'instabilité pour la journée. Le gouvernement n'est pas tombé aujourd'hui. Formidable. Mais vous avez vu ce qu'ont dit les uns et les autres? Attention, si jamais on ne touche pas à la réforme des retraites, c'est-à-dire si jamais on n'accepte pas de redescendre en dessous de 64 ans, par exemple, je prends juste cet exemple, on censurera le gouvernement. Donc ça veut dire qu'on tient quoi 3 semaines 4 semaines? Il n'y aura pas de retour à la stabilité politique si l'on ne remet pas le calendrier institutionnel en place. Il faut effectivement revenir au peuple français. À un moment ou un autre, il va falloir leur faire trancher eux-mêmes ce désordre catastrophiques dont ils vont être rapidement les premières victimes. Donc c'est ça le sujet. Donc pour bien comprendre ce que vous dites, Jean-François Copé, et je rappelais les propos que vous aviez tenus sur ce même plateau, vous redites la seule solution, c'est le départ d'Emmanuel Macron. Non mais, Benjamin Duhamel, je vais bien le préciser, parce que j'avais pris le temps la dernière fois que je suis venu, vous savez, je suis tout sauf un excessif, j'avais pris le temps la dernière fois de bien dérouler, et naturellement, ce qui est normal, tout ça est toujours simplifié, caricaturé, etc. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'il démissionne demain. Non, vous disiez au fond, au printemps, pour laisser le temps qu'une élection soit organisée et que derrière, il puisse y avoir dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que vous voyez bien qu'on ne peut pas tenir comme ça jusqu'en 2027. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde, vous le connaissez mieux que personne. Nous allons avoir Trump lundi prochain, qui va prendre les manettes et qui va lancer un grand programme de barrières tarifaires aux États-Unis et de protectionnisme. Nous avons une situation au Proche-Orient qui est absolument catastrophique. On va voir comment tout ça va évoluer dans les prochains jours et les prochaines semaines, avec une extrême gauche qui attise le communautarisme et l'antisémitisme. Je rappelle, vous avez invité M. Guesch, qui est d'ailleurs pas le bon exemple, parce que c'est le seul qui a résisté à Mélenchon. Tous les autres socialistes se sont couchés. Il est, à ma connaissance, le seul qui a applaudi lorsque Michel Barnier a rappelé, le seul du groupe socialiste, a rappelé la détermination dans la lutte contre l'antisémitisme. Les socialistes n'ont pas beaucoup applaudi, parce qu'ils ont oublié leur ADN. Donc en réalité, nous sommes dans une situation de très grande tension. Il y a besoin de rétablir le commandement. Je rappelle, Benjamin Duhamel, qu'on a besoin de faire une loi sur l'immigration. On a besoin de faire une loi pour renforcer les moyens de la lutte contre les trafics de drogue. Je peux dire en tant que maire de Meaux que c'est le fléau numéro 1. D'ailleurs, Retailleau fait un travail remarquable sur ce point avec le renfort de Gérald Darmanin. Il faut une loi sur l'école, une vraie. Il va falloir décider ce qu'on fait sur le nucléaire. Or, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On avait besoin de financer en augmentant un peu les tarifs d'électricité. On va les baisser. On est dans la démagogie la plus absolue. C'est intéressant. Et on parlera dans un instant de Bruno Retailleau et plus généralement de, si on vous suit bien, puisque vous êtes membre des Républicains, de ce que fait encore la droite dans Absolument. C'est une question centrale. Et je vous la pose dans un instant, mais juste avant, pour rester sur ce que vous disiez et sur voilà, ce qui est écrit en bas de l'écran, il faut revenir au peuple français et ce calendrier institutionnel que vous proposez. Qu'est-ce que ça vous fait d'être utilisé par les insoumis que vous dénoncez, qui se sont servis de vos propos, vous, Charles de Courson, en disant regardez, ce sont des gens raisonnables, ils disent la même chose que nous? Oui, ou Hervé Morin, président de la région Normandie. Vous êtes une sorte de cheval de Troie des insoumis. Vous savez, vous n'imaginez pas le nombre de gens, à la suite de mes déclarations, qui m'ont dit t'as un peu posé le problème tel que nous on doit le poser. Qui alors? Des gens qui sont de ma famille politique, qui sont parmi les macronistes. Pourquoi ils le disent pas pourquoi ils le disent pas? Parce qu'ils sont dans le chaudron. Moi, je suis plus dans le chaudron. Donc, si je suis venu vous en parler, c'est parce que il y a un moment où le témoignage des maires, ça peut quand même être utile de rappeler l'état des lieux. Moi, je suis, vous le savez, vous l'avez dit, maire de Meaux, une ville dont le bassin économique est porté par des PME, des sous-traitants qui travaillent pour l'aéroport de Roissy, pour Marne-la-Vallée, qui sont aujourd'hui les premières victimes parce que les carnets de commandes s'effondrent, parce qu'ils ne peuvent plus investir, parce qu'ils ne savent pas de combien seront les taxes qu'on est en train de leur préparer, puisque comme on a renoncé
je vous l'ai rappelé tout à l'heure, à toutes les mesures d'économie. Qu'est-ce qui ressort dans le débat? Et d'ailleurs, même M. Bayrou s'y est engagé. J'ai l'impression qu'il est même en train de remettre un ISF. C'est-à-dire qu'on va tuer, l'un des derniers éléments. Il s'agit d'une taxe sur les super patrimoines, oui, avec un taux très faible avec un rendement de 2 milliards d'euros. Oui, mais ok, d'accord. Mais le message, je m'en fous, on n'est pas concernés là, nous, sur ce plateau. Mais le message pour les investisseurs, le message pour les investisseurs étrangers, le message pour les grands dirigeants qui créent de la valeur, c'est quoi? C'est qu'ils vont le faire ailleurs. Ils vont quitter la France. Moi, vous savez, je veux dire, ce que j'ai trouvé intéressant dans le bilan d'Emmanuel Macron depuis qu'il est président, c'est qu'il a assumé que la France puisse redevenir attractive sur le plan économique. Ça a permis la création d'emplois et de valeurs. Tout ça est en train de partir. Depuis près d'un an maintenant, tout est bloqué. Venons-en, Jean-François Copé, à votre famille politique. Vous êtes extrêmement sévère sur un accord, mais en tout cas les concessions qui ont été faites par François Bayrou pour obtenir la non-censure des socialistes. Que font encore les ministres républicains, votre parti, Laurent Wauquiez, à accepter tout cela? Si c'est si terrible que vous le dites, pourquoi ils acceptent ça? Écoutez, moi je pense que il va falloir de toute façon que nous obtenions, nous, si je puis dire, de la part de M. Bayrou, les mêmes engagements sur les sujets régaliens. Parce que moi, ma thèse, c'est que les Français aujourd'hui, majoritairement, ils veulent une politique de droite, ils veulent pas une politique de gauche. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là c'est vraiment là, le cas. La droite tient la chandelle. Écoutez, j'espère qu'elle ne va pas la tenir trop longtemps et qu'on va très vite rappeler que ce que veulent les Français, c'est de l'ordre dans les comptes publics, et là il n'y en a pas, de l'ordre dans la rue, de l'ordre à l'école, de l'ordre aux frontières, et que je suis désolé de vous dire que sur tous ces sujets, on ne peut pas dire que cela corresponde à leurs attentes. Donc oui, il y a une vraie question, et moi je vais vous dire ce que je pense, c'est qu'il faut que la droite se prépare. Parce que les échéances, elles peuvent arriver plus vite que prévu. Vous savez, quand vous êtes là en train de vous gosser les uns et les autres sur « Ah là là, le nouveau Front populaire a implosé, les socialistes se sont émancipés ». Mais vous blaguez. Dans un an, il y a des municipales. Vous croyez qu'ils vont pas faire des listes uniques dans les municipales? Vous croyez qu'ils vont pas se mettre ensemble? Mais vous blaguez. Évidemment qu'ils vont le faire, comme ils ont fait la dernière fois aux législatives en 2024, et comme ils continueront de le faire. Jean-François Donc Copé, tout ça est une gigantesque quand vous dites que la hypocrisie. droite doit se préparer, est-ce que ça veut dire que si précisément les engagements que vous attendez de la part de François Bayrou n'arrivent pas, quelles conséquences il faut en tirer? Valérie Pécresse disait par exemple à la radio il y a quelques jours, si on revient sur les 64 ans, il faut que les ministres LR quittent le gouvernement. Mais de toute façon, si on revient sur les 64 ans, la question, le pays va imploser. Enfin, les finances publiques sont dans une situation dramatique. Les taux d'intérêt aujourd'hui pratiqués pour le financement de la dette publique de l'État ont augmenté d'un demi-point en un mois. Nous sommes très au-dessus de ce que payent aujourd'hui en taux d'intérêt les Allemands, les Italiens. Enfin, on est dans une situation extrêmement grave. Que fait Laurent Wauquiez là-dedans, Jean-François Copé? Est-ce qu'il met la pression? Parce que, pardon, mais là en ce moment, on a le sentiment que la droite regarde totalement passer les trains. Moi, je vais vous dire une chose. Il faut que la droite se prépare. Or, pour moi, la droite, ça ne peut pas qu'être que LR. Ça n'est plus possible. LR n'a rien à voir avec l'UMP que je présidais il y a quelques années. C'est devenu un parti beaucoup plus petit. Il nous faut repenser une recomposition de ce qui pourrait être demain une nouvelle UMP, quel qu'en soit le terme, qui regroupe les macronistes de droite, c'est-à-dire Édouard Philippe, les républicains, Darmanin, les horizons, ou horizonistes, je ne sais pas comment on dit, d'Édouard Philippe. Bref, tous ceux qui en réalité incarnent une droite qui veut de l'ordre et du progrès. À l'opposé d'un rassemblement national qui ne vous parle jamais de progrès, qui est d'ailleurs un programme économique totalement socialiste. C'est les premiers à vouloir revenir sur la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut à un moment donné que la droite, si d'aventure le programme de François Bayrou ne convient pas, dise on arrête, on sort du gouvernement? Je pense qu'il va même falloir qu'en réalité, les uns et les autres, on commence à se parler entre familles distinctes. C'est-à-dire que, pour l'instant, chacun est dans son couloir. Les LR parlent qu'aux LR, les horizons parlent qu'aux horizons. C'est absurde. Est-ce que, par exemple, Bruno Retailleau, vous disiez il y a un instant, Jean-François Copé, qu'il fallait une loi immigration. Visiblement, ce n'est pas dans la feuille de route de François Bayrou. Oui, mais si d'aventure il n'y a pas de loi immigration, est-ce que Bruno Retailleau peut rester au ministère de l'Intérieur? Écoutez, en tout cas, il faudra qu'on en parle. Comme d'ailleurs, il faut une loi sur la sécurité, il faut une loi sur les polices municipales, il faut une loi sur l'école. Enfin, rien de tout cela n'est sur la table aujourd'hui. Or, c'est capital. Mais comme il faut qu'on ait un débat sur la défense, parce qu'on nous dit qu'on renonce à supprimer les 4000 postes dans l'éducation nationale. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les postes de la police, de la justice? Nos magistrats ont absolument besoin de renforts. Je peux témoigner, là encore, il faut bien qu'on raconte ce qu'est l'état du ressort de Meaux aujourd'hui, où nos magistrats travaillent dans des conditions absolument héroïques et avec une absence de moyens, mais caractérisée.
Donc nous sommes aujourd'hui à l'os par rapport à l'efficacité de l'État et on continue d'augmenter les dépenses et de promettre qu'on va rouvrir la boîte de Pandore des retraites. C'est irresponsable. Tout ça pour que 33 modems parlent à 66 socialistes dans une assemblée qui de toute façon fait 577 personnes et qui ne tiennent absolument pas puisque c'est le RN qui détient le pouvoir de censurer et lui seul. Jean-François Copé, je termine par là où j'ai commencé. Je sais que les relations entre François Bayrou et la droite sont pour le moins complexes ces dernières années. Vous étiez à la tête d'un parti, l'UMP, qui reprochait à François Bayrou, notamment en 2012, d'avoir fait le choix de François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Il n'empêche qu'en l'état, François Bayrou, il s'est obtenu du temps. Il va peut-être durer, pourquoi pas jusqu'à l'été, là où Michel Barnier, lui, au bout de 3 mois, a été renversé. Écoutez, j'en sais rien, mais me parlez pas de l'été, là. Il a gagné du temps. Enfin, il a gagné une journée, sachant que cette journée n'était pas menacée, puisque de toute façon, le RN a annoncé qu'il ne censurait pas. Alors, arrêtez de se mentir. Le problème, c'est pas de gagner une journée. De Gaulle a inventé la Ve République pour qu'on tienne 5 ans. Et on est en train de savoir si on va tenir un mois. Parce qu'on n'a pas de majorité absolue. Quand je vous dis que c'est intenable, c'est pas pour le plaisir, c'est parce que je pense que les partis de droite, je ne parle pas des partis de gauche, regardez l'état dans lequel ils sont, les partis de droite que les Français attendent pour faire une politique de droite doivent s'organiser d'urgence, parce que ça peut arriver à tout moment. Et ceux qui ne voient pas que c'est l'institution présidentielle qui est gravement fragilisée ne veulent pas voir qu'un jour pas fait comme un autre, ce sont les Français qui vont redescendre dans la rue parce que la crise économique sera là et qu'ils seront extrêmement inquiets. Et cette fois-là, ils n'iront pas avec leur gilet jaune dans le ministère de M. Griveaux, ils iront directement à l'Élysée. C'est-à-dire, juste pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'au fond, vous dites, si le président de la République ne tire pas les conséquences institutionnelles de ce qui se passe, il va y avoir quoi? Une révolte des Français? Mais vous croyez que l'option est à écarter totalement? Mais on des violences Mais enfin, on parle bien du même pays. Enfin, les Français sont monarchistes, mais ils sont aussi régicides. Ne pas voir que beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont extraordinairement inquiets et qu'on peut imaginer qu'un certain nombre de mouvements extrémistes viennent utiliser cette période pour recréer de la tension avec un pouvoir qui aujourd'hui se montre plus faible que jamais. Vous savez, le général de Gaulle, en 68, quand les moments étaient très violents, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une petite culture historique de temps en temps, il a eu un petit moment d'inquiétude. Il est parti à Baden-Baden. Alors on se dit oui, mais c'était pour consulter le général Massu. Accueilli par Massu à qui il dit tout est foutu. Oui, et il est parti avec sa famille. Ça prouve quand même qu'il y a eu un petit moment de panique au sommet de l'État. Le grand général de Gaulle. On ne parle pas de ce qu'on voit aujourd'hui. Je parle du grand général de Gaulle. Massu lui a remonté le moral. Il est revenu à Paris pour reprendre les choses en main, mais en préparant sa sortie. Et il l'a fait par un référendum. Ceux qui aujourd'hui ne voient pas que la colère des Français est considérable par rapport à cette situation oublient les fondamentaux de l'histoire de France. Et moi, je ne suis pas là pour m'en réjouir. Je ne suis pas là pour caricaturer. Je suis juste là pour vous dire, il faut faire très attention. Penser qu'on peut tenir comme ça jusqu'en 2027 est simplement irresponsable. Le rôle d'un parti de gouvernement, c'est de préparer la suite. Merci beaucoup, Jean-François Copé, d'avoir été l'invité de... Voilà. Alors, on va mettre Jean-François Copé. Ouais, j'ai mis en majuscule. Tac. C'était... Il n'y a pas déjà appelé de... Et je mettrai BFM. 29 jours. Non, il y a des anciens, mais bon, bref. On va aller sur X. On va copier. Et on va aller sur X. Et je veux faire coller. Je copie et je colle. Hop. Motion de censure rejetée. Il faut que la droite se prépare, assure Jean-François Copé, ancien ministre et maire de LR de Meaux.
Jean-François Copé brisé après sa défaite. Immortalisé Paul Delacroche sous le titre Le bris de mots. Mais ça c'était il y a longtemps je crois. En 2016. C'était il y a longtemps. Et si je mets motion de censure. Motion de censure. C'est pas récent. Ça, en 2024. D'accord. En 2024. Non, il n'y a pas. C'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à plus tard. Et mettez la cloche pour ne rien rater. À plus tard.